Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui on parle Bitcoin, on m'a demandé aussi de parler d'Ethereum, des choses positives et moins positives que j'ai observées sur les graphiques, notamment sur le MACD, sur la dynamique interne, sur la dynamique de prix. Donc je vais vous en parler, une vidéo extrêmement importante. Donc elle sera peut-être un petit peu longue, mais suivez-la jusqu'au bout, ça peut être très intéressant. Je vais essayer de bien structurer ma pensée et bien structurer mon analyse par rapport à du moyen long terme sur le Bitcoin et ce qui pourrait nous attendre. On parlera de quelques crypto-monnaies, donc tout au long de la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, je vais répondre à vos questions. Dodge, Jasmy, Cream, Uneris, on voulait qu'on parle de Vulcain, de Sand, de ADA, plein de demandes. On m'a fait aussi une demande très intéressante, qu'est-ce que le 3.0 ? À ce moment-là, je vous redirigerai vers un influenceur que je suis depuis quelques mois maintenant et qui a une excellente approche, mais d'un point de vue fondamental. Et on complète bien en fait nos approches, moi plutôt technique, et la niche chartiste, et lui beaucoup plus côté fondamental, toujours sur du moyen long terme. Je vous en parlerai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, on va parler de tout ça. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux à vous abonner sur la chaîne. On vient de dépasser les 7000 abonnés, merci infiniment. On est presque 3000 sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre bien évidemment sur le Discord, le lien sera en description. On commence maintenant. Allez, on commence tout de suite côté Bitcoin. Alors on voit ce petit rebond technique complètement logique. On vient sortir ces vendeurs un petit peu agressifs qui sont arrivés sur le tard. On a vu un tout petit pic, un petit cluster ici de shorters un peu agressifs qui ont appuyé un peu fort. Donc on commence à les sortir et on voit des tout petits rebonds par rapport à notre range précédent. On est déjà à 8%. On devrait arriver aux 10, 12, 15, peut-être jusqu'à 20%, voire 30% pour sortir tous les leviers x10, x5, x3. D'accord. Et où est-ce qu'on se retrouverait sur un levier x3 par rapport à ceux qui ont un petit peu appuyé un peu fort sur la gâchette jusqu'aux 39 500 $? On a méché, hein, vous l'aviez vu dans la semaine dernière sur les 39 640 $. Et ben on se retrouverait exactement où sur un premier arrêt. Voilà, donc target de prix toujours la même pour les rois du Bitcoin actuellement, ce serait éventuellement d'aller chercher ce premier arrêt. Excusez-moi, actuellement il est à l'envers, donc on va le remettre à l'endroit. Je passe mon temps à faire ça, mais c'est pour bien que vous compreniez. Moi, ça ne me dérange plus puisque j'ai les opposés sur mes retracements Fibonacci. Mais on serait bien sur le premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller chercher un premier arrêt sur un rebond technique. Pourquoi pas structurer une toute petite structure en W bottom ici, en daily, pourquoi pas, et d'aller chercher notre premier arrêt. À ce moment-là, il faudra prendre une décision. Le plus probable à ce stade, ce serait quoi ? De faire un nouveau, bien sûr, plus bas. Sauf si on vient breaker à la hausse, on fait un pullback, prochain arrêt, zone de rechargement, mais ça, on l'a souvent évoqué. On va prendre un tout petit peu de recul, d'accord, par rapport au Bitcoin, et je fais un parallèle par rapport à l'order book et par rapport au sentiment de marché, notamment sur Cognalise. On voit encore une fois, je suis actuellement en 2 heures, que les champs aiment acheter cette montée. On le voit que le funding est repassé en positif. On a l'open interest qui stagne. Pourquoi il stagne cet open interest ? Parce que le marché est extrêmement leveragé. Il y a beaucoup de leviers, que ce soit d'achat ou de vente, bien évidemment, sur les dérivés. Nos spreads sont toujours négatifs. En somme, nos institutionnels sur les contrats futurs, notamment à 3 mois, sont plutôt pessimistes. D'accord ? Et je commence à penser que beaucoup de personnes, notamment qui achètent sur le spot ou sur les dérivés, ne le prennent pas en considération. D'accord ? Ce sont eux qui gèrent, entre guillemets, le game. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur les crypto-monnaies ou sur les marchés traditionnels. Et actuellement, sur le moyen long terme, on est plutôt moyen court terme, parce que 3 mois c'est quand même très court, nous avons toujours, et depuis maintenant des semaines, des spreads qui sont négatifs. Il ne faut pas l'oublier. D'accord ? C'est extrêmement important. Certains diront c'est très positif, et j'entends pas mal d'influenceurs qui disent c'est très positif d'avoir des spreads négatifs. Oui, c'est positif parce que le marché aime faire le contraire de ce que la majorité pense. Attention, les institutionnels ne sont pas la majorité. Les institutionnels font la pluie et le beau temps. D'accord ? Ce sont eux qui guident les marchés financiers. Blague à part, ça ne veut pas dire qu'on va aller demain vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on va aller vers les enfers. Mais je vais développer ma pensée et développer mon analyse tout au long de cette vidéo en pensant à ça. Donc gardez-le dans le coin de la tête. On voit notre ration long short qui continue à augmenter. Voilà, on avait ce petit espoir de voir notre ration long short sur le nombre de comptes qui sont actuellement sur les dérivés, notamment sur Binance. C'est un ratio de comptes qui sont plutôt à l'achat ou plutôt à la vente. On voit qu'il commence tout doucement à se réorienter vers le nord et à se décorréler. Donc ça, c'est plutôt des acheteurs qui reviennent sur le tard. Et ils achètent en fait cette montée. D'accord ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, c'est pas en augmentant
les bagues, notamment des longues, sur des leviers x5, x10, x20, x25, x30, x50, x100, que le train va se décharger. Hein, le train va plutôt se charger. Et actuellement, on le voit, et notamment sur Binance, parce que j'aime bien vous montrer ces petites datas, et bah hop, on est repassé sur du 70-30 sur le ratio long short. Ok? Donc on voit que l'open interest stagne relativement, il est un peu croissant, mais depuis quelques jours, donc on peut plutôt, par rapport à une moyenne, on est plutôt stable, hein, on est aux alentours des 70 000 bitcoins actuellement leveragés, si la data sont bonnes, bien évidemment, sur le site de Binance, ce qui est moins sûr. Par contre, même si les datas ne sont pas bonnes, on peut imaginer que les datas sont quand même relativement bien stables. Hein, ça peut très bien être 200 000 BTC actuellement leveragés, mais c'est pas très très important. Nous, ce qu'on veut voir, c'est plutôt la tendance. Et la tendance, elle est relativement stagnante. Je vais vous faire un tout petit parallèle très rapide, parce que j'aime bien aller, je sais plus c'est où, m'en rappelle pas. C'est là? Voilà, exactement. Vous allez sur CoinGlace et vous avez en fait le montant des leveragés sur une période par rapport à Binance, mais vous avez tous les échangeurs. Bon, on voit sur un prix équivalent, donc actuellement on a 43 700 $ à l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo hier, entre midi et 2. On a le temps, chez Leroy, il n'y a pas de souci, on s'en fiche un peu des mouvements de marché, on fera un gros point vendredi hein, lors de la clôture en weekly, et c'est là qu'on attendra bien évidemment, sur la clôture hebdomadaire. On voit bien que sur les 43 700 $, on est beaucoup plus leveragé que précédemment. D'accord? Donc si on reprend un petit peu notre ligne, regardez, ici on était sur les 43 000 $, le leveragé, il avait bien déchargé le train pour recontinuer ce rallye. Au même titre que ici, le train était beaucoup moins chargé, ici beaucoup moins chargé, etc., etc., etc. Ok, là on se retrouve avec des leviers et des dérivés qui sont supérieurs au précédent top de marché lorsque le Bitcoin était à 63 000 $. Ok, donc le train est en train de se charger. Je le répète, il y a bien évidemment des achats sur les dérivés, mais également des ventes sur les dérivés. Ok, il y a des contrats qui s'ouvrent à l'achat comme à la vente. Mais on observe malheureusement qu'il y a un tout petit peu plus actuellement sur les derniers jours, là, les dernières 24-48 heures, plus de comptes en levier d'achat qui se créent et ce n'est malheureusement pas très optimiste pour la suite. Je vous fais un petit parallèle sur Deribit, je voulais absolument vous en parler par rapport à Trading Light. Et Trading Light, on va rechercher sur les carnets d'ordre en fait des achats et des ventes qui sont actuellement positionnés en limite. Ça veut dire qu'on les voit puisqu'ils sont sur les carnets d'ordre. Bon, Deribit très intéressant, même si un petit peu moins fourni en termes d'utilisateurs, etc. On voit que arithmétiquement et stratégiquement, on se trouve sur des ventes ici pour capturer la liquidité. On parle de plusieurs millions de dollars. Hein. Ce sont des grosses baleines là, actuellement qui sont positionnées. Hein. C'est des whales, hein, okay, qui sont positionnés juste au-dessus des précédents high, tout simplement. Donc ici, vous avez un petit cluster. Ici, vous avez un amas d'ordre de vente. Et à chaque fois, c'est au-dessus en fait des précédents high. Ok, et puis après au-dessus, il n'y en a plus du tout, mais c'est très très intéressant. Il est très probable qu'on vienne filer ces ordres, qu'on vienne exécuter ces ordres. Donc si on a beaucoup de force, on viendrait à 47 000, 48 000 $. Donc ça, c'est la target court terme que je vous avais dit depuis maintenant plusieurs jours. On pourrait très bien aller chercher des clusters ici sur les 53 000 $, parce que, encore une fois, probablement que ces gens-là veulent être files dans leurs ordres de vente. Donc ils peuvent très bien acheter massivement ici, pour derrière revendre en trading, si vous voulez, sur du range trading ou du suivi de tendance ou contre-tendance. Actuellement, on est plutôt sur du contre-tendance. Aller filer ces ordres et pousser le marché très fort. D'accord ? Néanmoins, le résultat in fine de cette potentialité, c'est quoi ? C'est malheureusement d'aller probablement soit sur le premier arrêt et le casser en deux rechargements de vente et de faire un nouveau plus bas derrière. Si le train est beaucoup trop chargé de longues, d'acheteurs agressifs en dérivés, en levier d'achat, toutes plateformes confondues, le plus probable, c'est quoi ? C'est à terme de faire un nouveau plus bas. C'est à peu près ce qui s'était passé, si vous voulez, où ça ? Sur le Bitcoin, en mars 2020. Voilà, je voulais vous en parler, parce que je me ressens un petit peu actuellement en mars 2020. On est en train probablement de faire un petit rallye très intéressant. Il est peut-être probable de faire quelque chose comme ça pour aller sortir. Alors, si vous voyez ça, alors, très très important, pour le coup. Si vous voyez quelque chose comme ça arriver, ça, c'est clairement une situation de short squeeze. Il ne faudra pas appuyer fort sur le levier d'achat à ce moment-là. Le plus probable, c'est quoi ? C'est d'aller chercher des pics de liquidité et des poches de liquidité pour aller derrière faire un nouveau plus bas. On attendra bien évidemment des structures. On le voit tout à fait ici, il n'y a pas de structure. D'accord ? Là, je suis en daily, mais ça reste un V-top ici, un V-bottom ici. Ok ? Très très important. Si vous voyez quelque chose comme ça et de partir très très fort, c'est pas le moment d'acheter.
Ce sera justement le moment de dire « Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la dynamique de prix, les institutionnels font quelque chose, short squeeze engagé, le plus probable qu'est-ce que c'est? Allez faire un nouveau plus bas. » Mais ça, on le verra, hein, rassurez-vous. On verra l'open interest exploser comme ceci, ou probablement stagner, parce que je pense qu'il y a tout autant de short actuellement sur le moyen court terme, mais on verra le ratio long short exploser, ici le prix exploser, le funding exploser, ça veut dire c'est le moment de prendre des profits. Hein, si on veut être des baleines, comportons-nous comme des baleines. Ça, c'est très très important. Je reviens sur le Bitcoin. Et il est probable, malheureusement, même s'il n'y a pas ce type de choses, c'est qu'on essaie de structurer des retournements de tendance un peu biaisés, hein, sur le moyen court terme, d'aller chercher une zone de rechargement de vente long terme, et on espère l'avoir pour structurer cet énorme ce M-top, weekly. On aimerait l'avoir et retourner au moins sur les 618. Et derrière, flash crash. Voilà. Si le train s'active ici, au même titre que là-bas, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Si on a quelque chose comme ça qui est en train de se passer et que les gens veulent continuer à acheter le dip, hein, comme ce qui s'était passé, je vous avais fait la vidéo d'hier dans ce sens-là, le plus probable c'est d'avoir un Black Swan. Ok ? Donc ça on le verra très très bien, hein. On peut faire des choses comme ça, aller commencer à accélérer la tendance, et je vous ferai un parallèle sur une actualité actuellement de la Fed qui est passée hier ou avant-hier, on en a discuté sur le Discord. Si on commence à voir le prix exploser ici, c'est peut-être un TGV, oui, mais le plus probable, c'est d'aller faire un énorme Black Swan derrière pour sortir tout le monde. Et il faudra faire très très attention. On en reparlera dans toutes les vidéos si nécessaire, mais il faudra être extrêmement vigilant. Si le cours vient à se garer fortement et avec entrain et force dans une zone de rechargement de vente logique. D'accord ? Parce que je peux vous garantir qu'ici, il y a des gens qui vont protéger leur top de marché, hein. Des gens qui font ça, ce ne sont pas des petits portefeuilles, ce sont des énormes portefeuilles, okay, qui ont la capacité de liquider le marché. Et avec force et détermination. Okay, mais au même titre que ces mêmes baleines peuvent très bien dire je vais recharger mon short ici et puis repousser très fortement le marché. On y reviendra. On fait un tout petit parallèle avec ce qui se passe avec la Fed, comme quoi ils ont bien évidemment annoncé et confirmé les attentes du marché sur une inflation à 7% aux États-Unis. Hein, c'est pas 9, c'est pas 12, c'est pas 30, c'est 7% qui avait déjà été identifié et anticipé par le marché. D'où la faible, entre guillemets, volatilité, et le VIX, on peut parler du VIX par rapport à l'indice de volatilité. Comme il a été déjà, entre guillemets, anticipé par le marché et digéré par le marché, automatiquement, il y a peu de mouvement. D'accord ? Si par exemple, ils avaient annoncé 12% ou 13% d'inflation, alors que le marché avait anticipé 7%, il y aurait pu avoir du mouvement. C'est pas le cas, c'est anticipé, c'est digéré, c'est annoncé, aucun problème, on reste dans les tendances du marché, donc faible volatilité. Je vous fais juste un tout petit parallèle par rapport au dollar, et c'est très très intéressant. On en entend parler de plus en plus, et moi je le vois passer dans le Discord et dans les commentaires. C'est intéressant de remarquer qu'on nous parle d'inflation depuis maintenant 8, 9, 10 mois, voire un peu plus, notamment en Europe, où il y a une inflation de 4,6%, et aux États-Unis, une inflation à 6%, qui nous expliquait par A plus B que c'était plutôt court terme. Hein. Ça veut dire que l'inflation aux États-Unis par rapport au quantitative easing et l'impression monétaire qu'ils font ne serait que temporaire. Bon, bien évidemment, nous qui sommes sur les marchés financiers, notamment pour les plus expérimentés, savent extrêmement bien que c'est complètement faux et qu'il y a... complètement faux, il y a toujours ce delta de probabilité qui pourrait, hein, si la Fed décide de remonter les taux à 5%, je peux vous garantir que l'inflation, elle s'écroule. Mais en fait, probablement que l'économie américaine s'écroule avec. On est bien d'accord, je vous en avais parlé, hein, par rapport au taux d'emprunt, par rapport aux banques commerciales, etc., dans des vidéos précédentes. Mais on y reviendra, si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra régulièrement. Bon, on en parle depuis maintenant quasiment un an. De cette inflation. Bon, on voit que le marché RNG, il a cassé par le haut. Pourquoi il casse par le haut alors qu'on nous explique, et vous le savez qu'il y a de l'inflation aux États-Unis, ils continuent l'impression monétaire. En un an, ils ont imprimé 5 000 milliards de dollars, ils ont fait des hélicoptères monnaies, ils ont filé 1 400 $ à tous les Américains pour qu'ils aillent dépenser dans les magasins. Vous avez compris, payer leurs factures ou acheter une nouvelle voiture. Alors, allons savoir, on ne sait pas, mais en tout cas, clairement de l'hélicoptère monnaie. D'ailleurs, on voit que le dollar prend de la valeur par rapport à l'euro, ce qui est complètement incroyable. On fait un pullback, on casse le premier arrêt, hein, je vous mens pas, on était juste ici au niveau du premier arrêt, on casse le premier arrêt, petit pullback, derrière on fait un nouveau plus haut. Où est-ce qu'on se trouve actuellement ? On se trouve à peu près sur les 0,50. Néanmoins, je vais tout effacer, c'est pas très très grave, néanmoins, on voit que maintenant que le marché a repris possession par rapport à son... Comment je peux dire ça ?
par rapport à ces recommandations, entre guillemets, ou à ces prévisions, bien évidemment que la réalité reprend le dessus. Donc on fait une structure ici en M-top. C'est du weekly, pour moi je le confirme en weekly, mais c'est un topety en weekly. Il faudra un peu plus de puissance pour retourner quelque chose comme ça, d'accord? Mais derrière, la confirmation est là. Hein, on a bien confirmé, et je crois qu'on a clôture. Non, on n'a pas... Oui, bien sûr, c'est moi qui... On est déjà sur... Ah, mais je suis en daily, j'aurais préféré être en semaine. Voilà, on est ici. Si on clôture cette bougie ici à la fin de la semaine, en dessous des 95,53 points sur l'indice du DXY, sur l'indice du dollar, à ce moment-là, le M weekly sera confirmé. Regardez, hein, je vous le montre ici. Hop, vous avez la petite mèche. Moi, je prends les mèches toujours, hein, d'accord? Et on aura confirmé ce petit M en weekly. Alors, bien évidemment, un W weekly dans un énorme W weekly, dans un petit W weekly, c'est puissant. Ok, donc probablement qu'on irait quoi? On irait certainement chercher une zone de rechargement, pardon, un premier arrêt, je m'embrouille un petit peu, un premier arrêt ici, donc direction premier arrêt à court terme, on refait le pullback, on vient chercher une zone de rechargement de vente logique et on fait peut-être un nouveau plus bas. À ce moment-là, vous avez raison, et je vais vraiment essayer de structurer ma pensée parce qu'elle est vraiment très importante cette vidéo. À ce moment-là, vous dites, ok, c'est bon, le Bitcoin réserve de valeur contre l'inflation. L'inflation est anticipée sur les marchés financiers. À ce moment-là, Bitcoin 1 million de dollars et dollars, euros et toutes les monnaies fiat dans le néant. C'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que d'abord, vous aurez une zone de rechargement d'achat moyen-long terme. D'accord? Moyen terme, on peut dire. Donc, il y aura des acheteurs ici. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont acheter. Et probablement que d'ici là, si on voit le dollar s'effondrer, la Fed pourrait remonter comme ils l'ont déjà annoncé, mais peut-être avec un petit peu moins d'entrain, de remonter les taux par palier doucement. Hein, c'est à ce moment-là qu'ils vont le faire, qu'ils vont remonter les taux. Le marché n'est pas bête. Powell n'est pas idiot. Hein, c'est une personne extrêmement intelligente. Ne nous en trompons pas. Hein, d'accord? Aucun égo chez les rois du marché. C'est très très important. Donc derrière, très probablement, qu'ils vont potentiellement remonter doucement les taux. Ici, il y aura des jolies structures et probablement faire un nouveau plus haut. À ce moment-là, vous allez dire, mais c'est pas normal. Logiquement, le dollar s'effondre, hélicoptère monnaie, on continue le quantitative easing. Oui, mais le marché fait très souvent le contraire de ce que la majorité pense. D'accord? Et nous, dans notre inconscient, notre inconscient nous dit depuis maintenant des semaines, des mois, voire des années, qu'on va être dans une surinflation, que les États n'auront pas le choix que de remonter les taux pour contrer justement cette inflation, et pour conserver, entre guillemets, une politique monétaire stable et une économie stable, pérenne, etc. D'accord? Donc, entre le loup et le renard, je pense qu'ils vont plutôt choisir le renard pour essayer d'aller un petit peu plus doucement. D'accord? On ne va pas aller trop fort. Mais derrière, la Fed, c'est pas comme nos politiques qui décident d'une semaine sur l'autre par rapport aux écoles de confiner, pas confiner. Non, c'est des choses qui se travaillent. Ils ont du temps, hein, ils ont de la réflexion, ils sont là depuis longtemps. Ils ont l'habitude de ça, ils en ont vécu des crises, il n'y a aucun problème. 2008, ils l'ont vécu, la crise des dot-com, ils l'ont vécu, la crise des dérivés, ils l'ont vécu dans les années 82, mais ça ne concernait à ce moment-là que les marchés financiers. 2008, c'était un peu plus compliqué, et dès que ça commence à toucher, entre guillemets, le peuple, à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer. Donc, l'objectif de la Fed et de la politique monétaire, c'est clairement de conserver l'emploi et de dynamiser l'emploi, de conserver bien évidemment des taux bas, mais des taux bas, ça ne veut pas dire des taux à 0 ou négatif, ça veut dire des taux à 2, 3 ou peut-être 4%. C'est toujours plus bas que dans les années 80 que nos parents ont acheté leur maison. Nos parents ont acheté leur maison à 8%. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Prenons du recul. Hein. Chez les rois, on prend du recul. C'est super important de penser ça et de réfléchir à ça. Bon, derrière, probablement qu'on va remonter les taux ici. Et à ce moment-là, le Bitcoin, malheureusement, le Bitcoin va partir. Partir où? Aux enfers, probablement. Je vous explique. Souvent, on dit que le dollar est décorrélé par rapport au Bitcoin. Bon, c'est vrai, d'accord, mais pas à court terme. Regardez, si je me mets en daily, vous voyez que c'est plutôt corrélé l'histoire. Regardez, hein, on est d'accord. Ici, on va chercher une hausse. Ici, le Bitcoin hausse. Là, le dollar baisse un peu. Et là, le Bitcoin baisse. C'est un peu bizarre, cette histoire. Regardez, ici, il y a une hausse. Et ici, il y a une hausse. Donc, à court terme, il y a plutôt de la corrélation par rapport au moins de capitaux sur les marchés financiers. Tous confondus. Les risk-off, les risk-on. On prend le gold, actuellement, qui commence à nous redonner un tout petit peu de couleur. On est actuellement dans une compression. Hein, on a un triangle ici de compression. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de casser vers le haut ou vers le bas, ce type de triangle, d'aller vers le bas ici et de casser vers le haut. La probabilité, c'est que la vraie valeur refuge, dans les 6 mois qui suivent, s'il y a un crack par rapport à l'indice du dollar, un effondrement du dollar, ne pensez pas que tout va aller dans le Bitcoin.
Hein, le Bitcoin, c'est minuscule, c'est une petite goutte d'eau sur les marchés financiers. Je le rappelle, Bitcoin, c'est 800 milliards de valorisation, de market cap, par rapport à l'intégralité du S&P 500, qui n'est pas du tout l'intégralité des marchés financiers. Hein. Les marchés financiers, c'est 200 000 milliards de market cap. Bitcoin, 1000 milliards. Enfin, il faut vraiment prendre la tangente. C'est très important de dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est rien du tout. On est au début, tout début de quelque chose. Et des cracks, rassurez-vous, on va en connaître encore sur le Bitcoin. Hein, c'est super important. Au même titre que sur Apple, il y aura probablement des cracks, sur Amazon, il y aura probablement des cracks. C'est comme ça, c'est cyclique. Hein, ok ? Donc actuellement, on est toujours dans l'incertitude. Je vous rassure aussi sur ce point-là, on sera tout le temps, mais je dis bien tout le temps dans l'incertitude sur les marchés. On vit comme ça, on vit sur les émotions. Hein. À nous de mettre en place des stratégies, et je parle beaucoup de la stratégie des 4 rois pour essayer de rationaliser des investissements sur le moyen long terme et d'anéantir et d'annihiler au maximum nos émotions. Ok ? Bon, alors ça c'était très important. Gold, on en reparlera, mais généralement un triangle, 60%, 60-40, cassé vers le haut. Ok ? C'est pas vers le bas, c'est vers le haut que ça casse. Donc ça c'était très important. Donc il est très probable que les milliardaires et que ceux qui ont de l'argent, les family office, ne mettent pas leur argent et l'intégralité de leur fortune dans le Bitcoin. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on finira la vidéo avec ça si vous voulez, effectivement, il y aura probablement une très grosse hausse du Bitcoin. Mais je ne le pense pas, ce n'est pas le plus probable. Ok ? On revient sur le Bitcoin et je reviens sur le dollar et on prend du recul. On ne se met pas en délit, on va se mettre en semaine. Hop ! On se prend du recul. Super. Et à ce moment-là, vous voyez cette décorrélation. Hein, c'est vraiment, alors on va pas parler au début quand c'était en 2015-2013 au niveau du Bitcoin, mais quand vous voyez l'énorme hausse du Bitcoin, le monde dit ok, il n'y a peut-être pas que l'or et que les obligations d'État et les bonds qui aujourd'hui sont plutôt en taux négatif, hein, on s'en rappelle très très bien depuis 2008, c'est un peu taux négatif. Bon, derrière, le Bitcoin a fait son apparition, le dollar s'effondre, le Bitcoin explose. Le dollar pose son bottom de marché, derrière il fait un joli rallye, que fait le Bitcoin et que font les cryptoactifs ? Bon, entre guillemets, bear market. D'accord ? Bear market, bien évidemment. Derrière, le dollar s'effondre, que fait le Bitcoin ? Il fait un joli rallye. Ok ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en weekly. Ici, le Bitcoin fait un bottom de marché, le dollar fait un bottom de marché, le dollar part, le Bitcoin part. L'adage dit, depuis très très longtemps, que quand les risk-off et les risk-on sont corrélés, donc si, et on a un petit peu amélioré ça avec le dollar et le Bitcoin est corrélé, c'est qu'il y a un menteur entre les deux. D'accord ? Et logiquement, il y a une forme de décorrélation qui devait se passer. Bon, on commence à la surplanter, cette décorrélation. On voit le dollar qui commence un petit peu à retracer et on voit le Bitcoin commence à prendre des nouvelles couleurs. Mais attention, ne nous y trompons pas. J'efface tout. Ici, on vient de le voir sur le dollar, possiblement retour dans une zone de rechargement de vente logique qui sera rachetée par les institutionnels. Et côté Bitcoin, probablement une zone de vente qui sera vendue par les institutionnels. Soyez extrêmement vigilant. Ok ? Le signal, on l'aura où ? Le signal, on l'aura si réellement on vient à structurer et casser les précédents lots sur le dollar. Hein, vous voyez, hein, ici, c'est le dollar que j'ai ajouté en superposition. Et à ce moment-là, oui, probablement qu'on aura un pullback et derrière une énorme accélération haussière. Mais je ne pense pas, et ça c'est mon avis personnel et je vous le partage, qu'on aura une hausse au niveau des marchés crypto s'il n'y a pas d'injection monétaire forte au sein de ce marché. D'accord ? Il faudra accumuler et il faudra recevoir un maximum d'argent frais qui rentrera sur son marché de façon importante. On le verra sur l'augmentation des volumes, etc. Donc au même titre, comme ça je vais jusqu'au bout. Elle sera un peu longue cette vidéo, mais je pense que c'est super important. J'efface tout et j'enlève ça. Ok pour le dollar, vous avez à peu près compris l'idée. Derrière, on a toujours cet écrasement des volumes. Là, vous le voyez, l'écrasement des volumes sur le Bitcoin. On a un écrasement et une décorrélation des volumes. Alors oui, il y a des capitaux qui rentrent sur ce marché puisque notre BV est croissant, mais notre BV en fait est plutôt rentré dans un range ici, on est même dans une compression. Il est possible que d'un coup les capitaux sortent de ce marché pour aller où ? Vers le gold, pourquoi pas ? Ou vers les métaux précieux, pourquoi pas ? Vers le yen, ou vers le dollar peut-être, ou vers des obligations d'État américaines notamment, parce que augmentation progressive des taux. Donc les gens iront probablement se réfugier en cas d'augmentation des taux dans des valeurs dites non risquées. Safe, obligation d'État. Si vous achetez des bons du trésor américain, vous avez quand même de grandes chances dans 10 ans ou dans 30 ans de vous faire payer vos obligations à 3 ou 4%. Ou actuellement 2,17 ou 1,8, je ne sais plus. Peu importe, vous êtes quasiment certain de récupérer votre argent. Et si vous ne récupérez pas votre argent aux États-Unis sur des obligations américaines, je peux vous dire qu'on aura d'autres problèmes à se poser. Et à ce moment-là,
ce sera peut-être intéressant d'avoir du Bitcoin. Oui, mais on n'y est pas du tout. Là, on parle de 10 ou 20 ans. D'accord? Bon, bref, c'était important de parler de ça. Je veux un retour des volumes croissants. C'est super important de revoir des structures et un retour des volumes croissants. Si on n'a pas ce retour des volumes croissants, comme on avait vécu, rappelez-vous, en 2017, le Bitcoin ne fera rien. Et je dis bien, le Bitcoin fera probablement rien. Au détriment, malheureusement, d'un regain sur le dollar et d'un regain sur les risk-off, et notamment sur le gold. Ok? Donc ça, c'est important. Il faut réellement que toutes les planètes soient alignées. Donc des personnes qui sont dans la négativité, des personnes qui shortent ce marché, il faut shorter ce marché. Et juste tout ce petit minuscule rebond technique, c'est pas du tout ce qu'on voit. D'accord? Donc il faut que les gens shortent ce marché, et il faut que les gens soient convaincus que le marché va descendre. C'est très très important. Donc quand on se retrouvera ici, et je pense qu'on va se retrouver ici dans quelques semaines, d'accord? Si le monde entier, et si sur le Discord, sur YouTube, on commence à voir des gens qui disent « Hold à l'infini, c'est bon, c'est fait, on va dégommer les vendeurs agressifs, dollar à 0, Bitcoin à 1 million », bah, à ce moment-là, on prendra nos décisions, chacun de son côté, mais je serai là pour vous dire ma décision à moi. Bien évidemment que je shorterai ce marché pour protéger l'intégralité de mon capital. Ok, donc je voulais vous faire un petit peu ce recul-là par rapport au dollar parce qu'on le voit, les annonces de la Fed ont bien été anticipées, il y a un petit regain d'énergie sur les marchés, on est très content. Le Nasdaq, on en avait parlé au milieu de la semaine, bon bah ça reprend, hein. On espère que ça va clôturer, et que ça ne va pas clôturer juste en dessous, on l'avait vu des 14 964 points je crois, par rapport au Nasdaq. Bon, pour l'instant ça va, hein. Incertitude, mais ça va. On parle un petit peu d'Ethereum parce qu'on me l'a demandé. Elle va être longue cette vidéo, hein, je vous l'ai prévenu. On m'a parlé de Ethereum, et il y a un truc que je vois, que je ne vois pas sur le Bitcoin par rapport à la dynamique interne, mais qu'on voit sur Ethereum, et ce n'est pas bon. Je vous en parle, on se passe en weekly. On prend du recul. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de travailler? On est en train de travailler actuellement le premier arrêt sur Ethereum. Donc, très bien racheté, pas de problème. Si on clôture ici, on est au-dessus du premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau sommet. Par contre, on découvre quelque chose. La première chose qu'on découvre, c'est que la dynamique interne au niveau de l'Ethereum est baissière. Ça a été confirmé en weekly. D'accord? Je vous montre ici. On n'a pas des belles structures. On aurait aimé avoir des belles structures en M comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on a. Par contre, quand on vient transpercer tout en bas ici les précédents lots, notre précédent lot, il est ici. Et je vous le fais en 1000, on a bien clôturé. D'accord? Notre dynamique baissière. Parce que en fait, c'était juste ici, vous allez voir la toute petite cassure. Donc cette bougie n'est pas confirmée, hein. Donc peut-être que ça peut remonter très très fort. Mais vous voyez ce tout petit point ici, la petite cassure là. Bon, c'est la clôture de la semaine dernière du 3 janvier, de la semaine du 3 janvier. On a bien clôturé en dessous. Ok? Donc pour moi, quand on vient écraser et clôturer en dessous les précédents lots, la dynamique, in fine, redevient baissière. D'accord? Donc est-ce que ça veut dire sauf qui peut sur Ethereum? Non, ça ne veut pas dire sauf qui peut sur Ethereum, et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc derrière, on peut imaginer qu'on a une espèce de biseau d'élargissement. Je vous avais dit, c'est le pire à trader, c'est les biseaux d'élargissement sur le moyen long terme. Donc on peut très bien repartir comme ça, hein, d'accord? Faire un truc comme ça, aucun problème. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est quand même un regain d'énergie, faire quelque chose comme ça, une jolie structure. Bon, quand on ne sait pas et qu'on a du mal à analyser les choses, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul. Donc on ne va pas passer en weekly, et on va passer en 14 jours. J'aime bien l'utiliser aussi de 14 jours. Et là, 14 jours nous montre autre chose. Il nous montre une figure de retournement de dynamique interne long terme. Regardez. Alors, je vais passer un petit peu en décalé. Quand est-ce qu'on a clôturé, en fait, ce retournement de tendance long terme de dynamique haussière? Juste ici. Vous le voyez, on va le prendre ici. On va sur ces précédents highs. Ici, hop, ligne de coup, clôturé ici. Regardez bien, en 14 jours, 2 décembre 2020. On va sur le prix. Regardez, 2 décembre 2020. On est là. Hop, énorme rallye. C'est joli en 14 jours, hein. Quand la dynamique nous donne le signal, derrière, accrochez vos ceintures. On est d'accord. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va regarder ce qui est en train de se passer actuellement. Bah, malheureusement, si on prend ce précédent lot juste ici, par rapport à ce height, on a fait malheureusement, et c'est ça qu'on n'aime pas voir. On aime bien le voir quand ça va à la hausse, mais on n'aime pas le voir quand ça va à la baisse. Donc on a fait ce petit creuset zéro en 14 jours, on va chercher une zone de rechargement, mais ça marche très bien sur le MACD aussi, hein. On va chercher un bras mais plus bas que le précédent, d'accord? Et on vient clôturer en 14 jours en dessous de cette ligne de coup. Donc la dynamique interne en 14 jours sur Ethereum est baissière. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de nouveaux sommets? Pas du tout. Je vous dis qu'à un moment donné, on va s'en prendre une dans les dents. Ça, c'est une évidence, d'accord? Donc on va aller au-dessus
et on va bien confirmer avec vous, comme ça je le fais en live, sur 14 jours. Regardez ici, on est en train de passer les 14 jours du 1er janvier, mais si je vais en arrière le 31 décembre, là, hop, hop, 1er janvier, 31 décembre, 17 jours, logiquement ça a été clôturé ici, le 31 décembre. Donc on est bien baissier, et maintenant on attendra les 14 jours ici, hein. D'accord, jusqu'au 17. On va regarder, on verra bien. À vivre. Mais c'est très intéressant que la clôture du 31 décembre s'est faite ici. Baissière. Ok. Par contre, si on voit dans les 14 jours, et logiquement ça devrait plus bouger, je pense que ça devrait plus bouger, mais si ça vient bouger et qu'on reclôture par exemple un truc comme ça, pas de problème. Hein. D'accord. Donc on surveillera bien. Je sais pas si c'est terminé ou pas. J'ai un petit doute. Mais je pense que oui, hein. Je pense que c'est bien clôturé là. Pour moi, la dynamique est baissière, c'est en 14 jours. Sur Ethereum, on revérifiera ensemble. Si j'ai une bêtise, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, pas bullish du tout. Bon, donc ça, c'était la première chose. On a pris du recul, on est passé en 14 jours. Alors que la dynamique de prix, on est en train de travailler notre premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau sommet. Ok. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller arbitrer entre Bitcoin et Ethereum. On va dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur la dynamique de prix entre l'Ethereum et le Bitcoin? Je fais une grosse vidéo, on verra demain, ou je vous le ferai si vous voulez comme on a fait à midi. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien quand je fais les vidéos à midi avec toutes vos cryptos actifs. Je vous le refais, il n'y a pas de problème, comme ça on pourra aller vite. Et je finirai juste par qu'est-ce que le Web 3.0, toute fin de vidéo. Mais vous avez raison, elle risque de durer un peu longtemps. Alors on y va, ETHUSD contre BTC USD. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Très très simple. J'avais déjà beaucoup gribouillé pour vous expliquer tout ça. Je vais tout effacer et on reprend. Donc là, on est bien sur la dominance entre l'Ethereum face au Bitcoin. Donc on a bien vu que ici, on avait une surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, par rapport au bull run de 2017. On est d'accord. Derrière, on a une énorme structure de retournement sur un VTOP ici, et sur un WTOP qui transforme en énorme M, retour en bear market. La confirmation ici, on annule par un énorme W weekly. D'accord? Donc on va tracer nos Fibos et on va regarder, on va essayer d'observer où est-ce qu'on est en train de se trouver actuellement. Bon, c'est super intéressant. Et c'est très très important de, pourquoi pas, à terme, faire ce qu'on appelle des arbitrages, d'accord, face à certaines crypto-monnaies comme Solana, comme Sand, comme tout ce que vous voulez, vis-à-vis du Bitcoin ou vis-à-vis de d'autres cryptoactifs qui pourraient l'un de l'autre se surperformer et d'aller essayer de choisir et de transformer des jolies structures de retournement à long terme sur ces cryptoactifs précises. Donc on va regarder, on va se retrouver très prochainement dans une énorme zone de vente logique long terme, d'accord? Et sur le plus court terme, on est actuellement, j'aimerais, comment je pourrais vous la prendre? Voilà, juste ici par rapport à là, voilà. Ici, dans une énorme zone de vente logique moyen court terme. Juste là. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup les confluence. Ici, ce serait plutôt un take profit ou un edge opposition. D'accord? Il faut vraiment pas les mettre de côté. Hein, ces situations de marché, de dominance par rapport à un actif vis-à-vis de l'autre. Il est normal que ici, en ayant même complètement travaillé et transpercé notre premier, le plus probable, c'est quoi? C'est pas de faire de nouveaux sommets, Ethereum à 10 000 et Bitcoin à 0. Pas du tout. Hein, quels que soient nos biais cognitifs et biais psychologiques, biais de confirmation qu'on peut avoir vis-à-vis de Ethereum, qui, quoi qu'il arrive, surperforcera le Bitcoin, ce n'est pas une certitude absolue. D'accord? Et très loin de là. Je ne dis pas que sur le long terme, voire très long terme, donc de 5 à 10 ans, Ethereum, roi champion du monde, on aurait ce flippening entre la market cap de Ethereum, qui est actuellement à 500 milliards de market cap, vs Bitcoin, qui je crois est à 800 ou on va arrondir, 1000 milliards de market cap. D'accord? Je ne dis pas que dans les 5 à 10 ans, le flippening ne s'inversera pas. Hein, Ethereum sera plus fort que Bitcoin, mais on va se retrouver dans les prochains jours, prochaines semaines, très probablement dans une zone de rechargement de vente très long terme vis-à-vis à cet arbitrage ou à cette dominance Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Donc si on commence à voir des choses comme ça, une forme de pattern de distribution, et qu'on vient à casser un range par le bas, faites très très attention. D'accord? Faites extrêmement attention. Et à ce moment-là, on pourra en fait reprendre par rapport à ce qu'on a vu juste précédemment dans la graphique, d'accord? Par rapport à Bitcoin qui n'a pas encore cassé, que la dynamique interne de Bitcoin reste haussière jusqu'à preuve du contraire, mais que Ethereum peut-être nous a donné un signal de retournement baissier dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. D'accord? Très important de parler de ça. Donc j'espère que j'ai été extrêmement clair depuis le début de la vidéo. On finit là-dessus. Ah oui, je voulais vous parler, je vous en ai pas parlé je pense, d'une actualité.
super important, Europe 1. Et j'aime beaucoup, en fait, quand je vois des annonces sur le Bitcoin ou des informations sur ce type de médias par rapport aux cryptoactifs et notamment le Bitcoin. Vous voyez qu'on ne parle pas de crypto, on parle vraiment de Bitcoin. Europe 1, c'est clairement la radio des 35-65 ans. D'accord ? Elle est extrêmement écoutée. Et on voit bien qu'on ne parle pas forcément de crypto-actifs ou d'Ethereum ou de Solana. Là, on parle vraiment Bitcoin. Et il nous explique pourquoi le Bitcoin est-il passé sous la barre des 40 000 $. Donc, 3 raisons à cela. La première chose, c'est que la banque américaine renforce la lutte contre l'inflation. Merci, mais on le savait déjà. Hein, il nous en a déjà parlé il y a 2 semaines en arrière ou 1 semaine et demie sur les minutes de la Fed, comme quoi ils allaient comment on dit, c'est pénible de perdre ces mots. D'accélérer ou d'avancer un petit peu l'augmentation de ces taux, mais très légère. Hein. On passe pas à 9% de taux d'inflation, enfin sur les bons du Trésor par rapport au rendement. Ce sera très très léger, ce sera quelques dixièmes de pourcent. Okay, peut-être 1%, peut-être 2%, et puis à ce moment-là, le marché devrait fortement retracer pour le coup, mais on n'y est pas. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui est en train de se passer au Kazakhstan. On sait que c'est quand même, je crois que c'est 16 ou 18% des mineurs sont au Kazakhstan, même s'il n'y a pas eu un fort impact par rapport au hash rate. D'ailleurs, ça a été très très bien encaissé. Ok, et bien évidemment, une chose très importante, c'est moins d'argent pour alimenter les marchés financiers, notamment la hausse du Bitcoin. En effet, si on veut voir un Bitcoin s'envoler dans les airs, bien évidemment qu'il faudra ce qu'on appelle des capitaux neufs ou de l'argent frais qui devront venir sur ce marché et pas de façon limitée, de façon exacerbée. Il faudra réellement qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience mondiale pour dire que le gold, même si on en a parlé juste avant, au début de la vidéo, qui aujourd'hui est quoi qu'il arrive encore une réserve de valeur. Et c'est ça depuis 1000 ans. Hein. Donc on sait que le gold, c'est plutôt là-bas et pas vraiment dans le Bitcoin qu'on irait se réfugier au niveau des portefeuilles et des gens qui ont de l'argent et qui ont des actifs financiers, qui ont des liquidités, qui écoutent très probablement Europe 1, on est d'accord, pas forcément Énergie au Fed Radio Virgin, sans faire de publicité bien évidemment. C'est clairement cet argent-là qu'on aura besoin pour faire exploser le Bitcoin à la hausse et pourquoi pas attendre les 100 000 $, 150 000, 250 000 $. D'accord ? Extrêmement important. Donc en effet, si on a une maîtrise de l'inflation, si on a un redressement des taux et des taux indicateurs par rapport aux banques centrales, notamment en Europe et notamment aux États-Unis et bien évidemment au Japon, etc., dans toutes les grosses puissances mondiales, il est très probable que cet argent et cet amas de liquidités vont être retardés. Je pense, et c'est encore une fois un avis extrêmement personnel, ça finira par arriver. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le bon moment ? Je ne pense malheureusement pas. Je pense qu'il faudra encore plusieurs années d'acceptation par rapport à cette nouvelle technologie qui, je le rappelle, a à peu près 13 ans d'existence. Hein. Premier bloc miné, il y a 13 ans pour le Bitcoin, il y a quelques jours de cela. Donc voilà, c'était très très important. On aura besoin de cet amas de liquidité, cet afflux de liquidité sur les marchés, notamment des cryptoactifs, sans pour autant compter actuellement des mouvements de capitaux au sein même des marchés financiers. Je le rappelle aussi, les cryptoactifs et la blockchain, ou Bitcoin bien évidemment, c'est minuscule. Hein. C'est une toute petite baleine qui navigue parmi des dizaines et des dizaines d'énormes baleines. D'accord ? Donc on aura probablement ces mouvements de capitaux en notre faveur, et c'est clairement ce qu'on attend, mais on ne peut pas compter que là-dessus. Pour pouvoir exploser et atteindre des objectifs stratosphériques, et notamment sur la valorisation des market cap de nos cryptoactifs préférés. Je finis par merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Elle sera peut-être un tout petit peu longue, mais c'est pas très très grave. On va essayer de moins de 45 minutes s'il vous plaît. Qu'est-ce que le Web 3.0 ? Bon, pour le qu'est-ce que le Web 3.0, je vous invite naturellement à aller écouter la vidéo de Crypto Jones. Je vais vous faire un petit résumé très simple de ce que moi je pense et par rapport à ce que j'ai pu entendre, mais je me rappelle que j'avais écouté une vidéo il y a quelques temps de Crypto Jones qui est ici. Voilà, c'est Web 3.0. Il l'explique parfaitement bien. Crypto Jones, très intéressant. Si les rois du Bitcoin, on est plutôt dans l'analyse chartiste, l'analyse graphique, moyen, long terme, plutôt sur la psychologie des marchés financiers et la psychologie des traders. Crypto Jones, on est beaucoup plus dans le fondamental. Et nos deux chaînes, pour le coup, se complètent parfaitement. Elles sont extrêmement bien complémentaires. Donc je vous invite, d'ailleurs, un petit like, c'est toujours intéressant pour booster l'algorithme YouTube. Donc Web 3.0, je vous mettrai le lien dans la description. La révolution Internet a commencé. Je vous fais un tout petit résumé très rapide qui est beaucoup tiré de cette vidéo-là. Concrètement, c'est le Web 3.0. Je vais revenir. Le web ou la création du web, c'est des années 80. Rappelez-vous, c'était juste de la consultation de pages web en HTTPS ou en HTTP.
Ok. D'ailleurs, on a eu plus d'HTTP. On a eu l'HTTP 1, 2, 3, 4, 5. Là, je crois qu'on est à HTTP 5 maintenant par rapport à la technologie qui grandit au sein même du Web.1, entre guillemets. On a encore des choses qui sont en train de se passer. Ça, c'est le Web.0 ou le Web.1, si vous voulez, dans les années 1980. Dans les années du mail, on a commencé à voir l'émergence, notamment avec Amazon, de l'e-commerce. D'accord, on vendait des livres. Donc ça, c'est l'émergence d'e-commerce. Un peu plus tard avec Facebook, c'est plutôt l'émergence des réseaux sociaux, les grosses GAFAM, et qui a eu un effet pervers, en fait. Et il l'explique très bien, CryptoJohn, dans sa vidéo, par rapport aux GAFAM qui ont pris le contrôle ultime de nos données. D'accord, ils ont pris le contrôle de nos data. Et ça a été un peu la mode dans les années 2005, 2010, 2015. Toutes les entreprises du CAC 40 ou américaines qui parlaient de big data avaient des valorisations et commençaient à générer d'énormes capitaux et de flux de capitaux entrant dans ces valeurs, notamment technologiques de la big data. Ok, Amazon, aujourd'hui, ne vend plus de bouquins. Enfin, si, j'ai dit une bêtise, ils vendent beaucoup de livres. Ils vendent aussi plein de choses. Mais leur énorme force aujourd'hui, à Google, Amazon, etc., c'est leur big data et c'est leur serveur. Ok, c'est là où ça génère énormément de cash et de revenus. Ok, donc ça, c'était très important. L'effet pervers de ça, c'est qu'ils contrôlent nos données. Et ces réseaux sociaux et ces big data contrôlent nos données. Et les vendent, d'ailleurs, sans que nous, on en perçoive les fruits. Donc on a bien vu que là, il y avait un effet perverse et il y avait peut-être une possibilité d'adapter ou de rééquilibrer les revenus, la disponibilité ou l'accessibilité de nos données, notamment nos données de santé. Et d'ailleurs, on en parle, les big data, c'est 2005, 2007 à peu près. Hein. Les débuts des big data, c'est à peu près ça, 2010 ou plus tard, où il y avait vraiment une révolution. On commence à parler, notamment sur les données de santé, on en parlait dans la vidéo de Galéon hier ou avant-hier, avec l'émergence de la RGPD. Hein, la RGPD, c'est le nouveau protocole qui a été validé par l'Europe, là, je crois que c'est européen maintenant, oui, tout à fait, par rapport à l'accessibilité, à la gestion de nos données de santé. Ouais, mais ça fait 15 ans, en fait, qu'ils utilisent nos données de santé. D'accord ? Et c'est maintenant que l'Europe commence à réfléchir à comment on va pouvoir mieux encadrer et mieux réguler la gestion, la vente et l'utilisation de nos données de santé. Vrai ou faux ? Donc c'est vrai qu'on en discute beaucoup sur le Discord par rapport aux stablecoins, par rapport aux banques centrales, aux monnaies, aux crypto-monnaies de banques centrales, etc. On en parle de plus en plus. Partez du principe qu'on a encore des années, je pense, devant nous. Hein. Vraiment, hein. D'accord ? Ils ont bien d'autres choses à faire actuellement que de parler de nos petites cryptoactifs qui représentent une toute petite coupe, tout sur les marchés financiers. On est d'accord ? Donc on a le temps. Donc ça, c'était super important. Et l'émergence, donc depuis 2015, finalement, à peu près, hein, qu'on commence à voir Ethereum, etc., apparaître et émerger avec ce fameux Web 3.0, donc plus de décentralisation. On parle énormément en ce moment des DAO, pardon, les décentralises autonomes organisations, donc les organisations autonomes, notamment de la blockchain décentralisée, et on irait en fait vers plus de décentralisation dans ce Web 3.0. Okay, avec une meilleure gestion de la gouvernance, on parle beaucoup de stockage décentralisé, de streaming décentralisé, et vous avez plein de cryptoactifs, il les évoque avec une précision certaine sur cette vidéo, donc je vous inviterai à la voir. Mais voilà, un petit peu dans l'idée, qu'est-ce que le Web 1, le Web 2, 2.0 et le Web 3.0 ? À la différence de Ethereum 2.0, c'est pas une révolution, enfin c'est une révolution au sein même du protocole Ethereum, mais c'est juste pour passer du Proof of Work au Proof of Stake, d'accord ? Et il y aura probablement un Ethereum 3, un Ethereum 4, un Ethereum 7, un Ethereum 24, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'était voilà, pour vous faire un petit rafraîchissement, c'est toujours intéressant d'en discuter, avec grand plaisir de le discuter avec vous sur le Discord d'Héros du Marché, mais je vous invite à aller regarder la vidéo de CryptoJohn. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à midi pour parler de toutes vos crypto-monnaies. On parlera de la Française des Jeux, on parlera de Jasmine, de Crime de Uniris. Je vous fais une vidéo des 15-20 cryptos que vous m'avez demandé des membres. Elle a été beaucoup appréciée cette vidéo, donc merci infiniment. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve tout à l'heure à midi dans une vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao!